Cela étant, quand on fait un pas en arrière, reconnaître qu'un mouvement a fait émerger d'autres mouvements ne permet pas simplement de dire « Ah ben il y a eu l'effet domino, puis c'est un printemps arabe ». Aujourd'hui, je fais un pas en arrière, et ce qu'on nous a présenté comme un effet domino, je le conçois beaucoup plus comme un jeu d'échecs. Il faut regarder pays par pays, savoir pourquoi dans certains pays on a poussé, pourquoi dans certains pays on retient, pourquoi on a aidé les Égyptiens de cette façon-là, pourquoi il n'y a pas eu d'aide aux Syriens pendant longtemps, pourquoi on est intervenu en Libye. Après, les choses deviennent complexes. Et on finit par éviter d'être bêtement optimiste pour être prudemment raisonnable. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de véritablement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en commençant par la discussion sur la terminologie, c'était le premier chapitre, la première partie. La deuxième partie, c'était plutôt de poser les termes du départ, ce que l'on sait aujourd'hui en termes factuels, et puis ensuite essayer de déterminer quels sont les défis contemporains, et puis les quelques propositions qu'on peut faire pour aller de l'avant. Voilà les 4 parties du livre. Donc, ce qu'on n'a pas compris chez certains de mes lecteurs et de mes interlocuteurs, en l'occurrence parce que certaines vidéos ont été écourtées, traduites en arabe et puis enlevées de leur substance dans la deuxième partie, c'est que les questions, les faits que j'ai apportés, et qui sont des faits qui sont avérés, et les questions que je posais ont donné l'impression à certains que je ne reconnaissais pas la force populaire et que j'émettais des doutes quant au fait que les Tunisiens s'étaient libérés par eux-mêmes. Ce que je n'ai jamais fait. Le courage du peuple tunisien, le courage du peuple égyptien, le courage à l'heure actuelle du peuple syrien, comme ce fut le cas également au Yémen, comme ce fut le cas, et c'est encore le cas au Bahreïn, tout ceci, pour moi, ce sont des choses qui sont indiscutables. La reconnaissance de ce courage des peuples. Maintenant, la reconnaissance du courage des peuples s'accompagne d'une véritable lecture des faits. Or, les lectures des faits, elles sont tenaces. On s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dans une tentative de transformation des régimes qui n'est pas forcément simplement voulue à Tunis, qui n'est pas simplement voulue au Caire, c'est-à-dire que votre souhait de voir tomber les dictatures n'est pas simplement voulu par vous. Il y a une véritable volonté au niveau international de voir bouger le monde arabe, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. Pas pour plus de démocratie, pas pour plus de liberté, pas pour plus de dignité, pour un autre type de contrôle économique et stratégique. Et donc de ce point de vue-là, il faut être lucide, il faut se dire, nous voulons la liberté, et c'est la lucidité que nous aurons sur les enjeux qui nous permettront d'aller vers plus de liberté. Mais de penser qu'il suffit de faire tomber Ben Ali, de se faire applaudir à Paris, saluer à Washington, et de penser que Washington et Paris, qui ont soutenu pendant 30 ans les dictateurs, maintenant vont soutenir votre démocratie, c'est dangereux d'être aussi naïf. C'est dangereux de penser que c'est ce qu'ils veulent. Votre démocratie n'est intéressante que si elle a un intérêt économique effectif. Donc il faut, de ce point de vue-là, c'est ce que je mets en évidence, avoir une lucidité politique, une lucidité économique, et arrêter de penser qu'à Washington, à Paris, ou à Pékin, ou à Moscou, on ne pense uniquement qu'en termes politiques. Entre les dictateurs, on se moque de la démocratie si la dictature rapporte. On se moque même de l'islamisme si l'islamisme rapporte. Et le meilleur exemple, c'est que vous avez à la tête de Pétromonarchie des gens qui vous disent « il n'y a pas de démocratie en islam ». Et ça fait des années qu'ils sont soutenus. Et donc cet islamisme-là, parce que c'est de l'islamisme politique, quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas d'élection en islam, et qu'on est ici élu par personne, si ce n'est par le fait d'être de la famille royale jusqu'à notre mort, et après notre mort, ce sont nos enfants, eh bien, ces régimes-là ne se voient absolument pas critiqués, ils se voient même protégés. Il faut quand même savoir que quand a commencé le soulèvement populaire au Bahreïn, l'Arabie Saoudite, puis le Qatar, puis derrière eux, les États-Unis ont étouffé. Et le soulèvement est la mort des... Donc il faut... Après on prend pas en arrière et puis on arrête de dire un propos de lucidité n'est pas un propos qui enlève l'énergie populaire, mais qui réveille la conscience avec l'énergie. Il faut de l'énergie, mais il faut un peu de conscience politique.
Et donc, ce que je mets en évidence dans la première partie sont des faits très troublants. C'est qu'en fait, on ne peut pas diriger l'énergie d'un peuple, mais on peut donner les moyens à certains d'éveiller cette énergie. Et là, les formations qui ont été données, aujourd'hui, on a les noms de 22 cyberdissidents tunisiens qui ont été formés. On a les noms de 88 cyberdissidents égyptiens qui ont été formés. Qu'à partir de 2003 aux États-Unis, on parle de transformation de régime au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. On en parle depuis 2003. On parle effectivement du fait qu'il va falloir composer avec les dissidents. Qu'en l'occurrence, très très étonnamment, 2010, 22, 23 et 24 septembre, est organisé à Budapest, financé par Google, avec le soutien d'institutions comme le Freedom House et d'autres institutions américaines, une grande réunion du network de tous les cyberdissidents du Moyen-Orient. Nous sommes en 2008, l'ambassadeur, qui est une femme des États-Unis en Égypte, annonce qu'en septembre 2011, il y a des mouvements de jeunes qui veulent renverser le régime. Tout ça, ce sont des faits. Et en l'occurrence, ce que je dis, c'est qu'il faut connaître ces faits, non pas pour dire que les États-Unis contrôlent tout, parce qu'ils peuvent initier un mouvement, mais c'est là où l'énergie populaire doit se libérer en connaissant cela, en connaissant que certains veulent diriger les soulèvements populaires vers quelque chose de particulier. Et comment se fait-il que les États-Unis, ou la France, ou d'autres pays européens, qui étaient les alliés directs des dictateurs, veulent maintenant changer? Ça n'est pas simplement des considérations politiques. Vous avez des nouveaux acteurs dans la région. La Chine a multiplié par 7 en l'espace de 8 ans son impact économique et sa relation économique avec le Moyen-Orient. Vous avez de nouvelles données et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec la présence chinoise, la présence indienne, la présence de la nouvelle Russie aujourd'hui, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, sans comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement on soutient une dictature et ça nous suffit. Il faut voir le temps long. On savait le régime de Ben Ali, par lui-même malade et à l'intérieur extrêmement corrompu. On savait que Moubarak et son fils, vous savez, son fils qui détenait 60% des grandes entreprises égyptiennes, qui était un mafieux, eh bien, il commençait à se diriger vers la Chine. Eh bien, ceci, il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre donnée. C'est qu'au Moyen-Orient, il y a un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, mais il faut comprendre une chose. C'est que, en même temps qu'il faut regarder les données politiques, il faut regarder les données économiques et les données géostratégiques. La présence chinoise, russe, dans la région, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, écoutez bien, tous les pays que j'ai cités, tous sans exception, n'ont pas du tout la même position stratégique dans le conflit israélo-palestinien. Ils ne l'ont pas. Ils ne sont absolument pas unilatéralement pour Israël. En 2005, le gouvernement chinois reçoit un élu du Hamas à Pékin, et quand il est critiqué par les Américains, il leur dit « c'est un élu juif ». Donc on reconnaît cette élection. Il veut dire par là, nous ne sommes pas sous la même autorité du lobby sioniste que vous avez. Et c'est la même chose pour vous. Vous vous souvenez de Mandela, qui est maintenant devenu une figure mondiale. Mandela a dit, si n'importe quel élu du Hamas veut me voir, au moment où il était dans l'opposition, au moment où il se présentait en minorité, il disait, et lui était le président, je le recevrai, car ils sont légitimes à discuter avec moi. L'Afrique du Sud, la Turquie, le Brésil, non pas, c'est plus du tout la même chose. On est dans un déplacement vers l'est de la réalité stratégique au Moyen-Orient. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous pensez que c'est venu comme ça, des peuples comme ça, d'un coup comme ça, et puis tout le monde aime la démocratie tout à coup, eh bien vous êtes d'or. Vous êtes des Tunisiens d'or. Parce que vous ne comprenez pas la difficulté de ces enjeux-là. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que vous gardiez la même énergie, la même espérance avec la lucidité de ces enjeux-là. De se rendre compte qu'il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui et qu'il va falloir en tenir compte. Et c'est votre responsabilité de ce point de vue-là qui est première. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en évidence, les connus et les inconnus, sans diminuer la force des peuples. On reconnaît, en reconnaissant une chose, par exemple, le fait que tout n'est pas sous contrôle, on l'a aujourd'hui, souvenez-vous, quand le peuple syrien commence à descendre dans la rue, personne ne pense à ce moment-là à faire tomber Bachar el-Assad.
le président américain, comme le président français, qu'est-ce qu'il demande? Une réforme de l'intérieur. C'est après qu'ils ont changé, qu'ils ont été chercher, voir dans l'opposition avec qui ils pouvaient négocier. Ils ont changé de stratégie après 8 mois. Et maintenant, étonnamment, ils sont pour une intervention armée. Maintenant, parce que maintenant, ils ont assuré les arrières de l'opposition. Maintenant, ils peuvent, mais au début, c'est pas ce qu'ils voulaient. Et une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que quand le gouvernement de Moubarak arrête tout sur Google et arrête toutes les connexions Internet, qui donne aux dissidents égyptiens une connexion satellitaire? Google. Dont René, pas celui qui est venu ici, l'autre qui était le directeur de Google au Moyen-Orient, était impliqué dans le soulèvement égyptien. Ils ont reçu les codes satellitaires pour éviter. On a un cyberdissident syrien qui dit: pourquoi quand nous on a demandé les codes, vous ne les avez pas donnés? Pourquoi Google a donné aux Égyptiens et n'a pas donné aux Syriens au départ? Par hasard, ce Google qui organisait la rencontre des cyberdissidents à Budapest quelques mois auparavant. Ça vous fait quand même dire: attendez, les grandes entreprises qui aujourd'hui reprochent au gouvernement leur soutien au dictateur parce que les marchés arabes ne sont pas aujourd'hui suffisamment ouverts au nouveau capitalisme qui a besoin de marché. Le monde arabe, c'est 450 millions de potentialités aujourd'hui sur le plan économique. C'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est qu'on ait cette vision-là un tout petit peu plus complexe et que l'on comprenne une chose, c'est le deuxième point. Que, du point de vue de ces révolutions, qui ne sont pas des révolutions, donc de ces soulèvements, eh bien, on avait un formidable leadership contre. On savait ce qu'on voulait. Ben Ali, son régime, et ça a été d'ailleurs très ciblé. On sait que les cyberdissidents qui sont formés sont tout à fait formés à la conscience des slogans. Vous savez, la main fermée, ne pas attaquer l'Occident, attaquer que le régime, tout ça, ce sont des théories qui sont écrites, je les cite dans le livre, je mets en évidence d'où ça vient. C'est une méthode. Une méthode. On ne critique pas Paris, on ne critique pas Washington, on critique que le régime, que lui et son régime. On a que des messages positifs au-delà des appartenances idéologiques. Ce qui fait dire qu'au départ, effectivement, dans le soulèvement, on n'a pas vraiment de leadership idéologique. C'est ni complètement des laïcs, ce n'est pas des islamistes, c'est pas eux qui étaient les leaders du mouvement de départ. Les leaders du mouvement de départ, c'est la conscience populaire contre le régime. Et c'est ça qui a été la force du mouvement et en même temps sa faiblesse. C'est-à-dire, à un moment donné, on sait contre quoi on est, mais pourquoi, que veut-on exactement, était la vraie question. C'est la question à laquelle vous avez maintenant à répondre. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui au-delà du processus de soulèvement? Et ça, c'est une question qui ensuite se sont greffées les appartenances idéologiques, l'apparition des mouvements islamistes comme potentialité d'alternatives politiques. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qu'on voit aujourd'hui en Égypte par exemple, mais surtout ici dans notre pays.